Clara May Whitfield jeta ses 3 derniers dollars sur le sol gelé, aux pieds de Thomas Harding. Elle le regarda droit dans les yeux. Gardez-les, dit-elle. Achetez-vous une conscience. Il ne s'y pas. Sa nouvelle femme se tenait sur le seuil derrière lui. Elle avait les bras croisés. Ses lèvres esquissaient quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. La porte de l'unique pension de Coldwater Creek, dans le Wyoming, se referma dans un clic silencieux et définitif. Clara se retrouva seule au milieu du pire blizzard que le territoire ait connu en 10 ans. Elle avait 28 ans. Elle n'avait nulle part où aller. La neige lui arrivait déjà aux chevilles. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Maintenant, commençons. Le vent des montagnes du Wyoming ne demandait pas la permission. Il frappa Clara en plein visage dès qu'elle tourna le dos à la porte de Thomas Harding. Elle eut le souffle coupé. Pas à cause du froid, bien que le froid fût glacial, mais à cause du poids soudain de la prise de conscience. Elle venait de commettre une erreur catastrophique. 2 jours dans une diligence chaotante depuis Kansas City. 41 $ économisés en 3 ans de lessive. Une annonce découpée au dos du Missouri Dispatch. Pliée et repliée jusqu'à ce que le papier s'adoucisse au plieur. Veuf, 2 filles cherchent femme capable et de bonne moralité. Coldwater Creek, Wyoming. Personne sérieuse uniquement. Elle avait écrit 4 lettres de Thomas Harding avant qu'il ne réponde. Elle avait mémorisé sa réponse finale. Venez avant décembre. Les garçons ont besoin d'une présence féminine avant que l'hiver ne s'installe pour de bon. Elle était venue avant décembre. Elle était arrivée à la date exacte qu'il avait précisée. Et Thomas Harding lui avait ouvert la porte avec une nouvelle épouse à ses côtés. Une femme au visage doux de Cheyenne qu'il avait épousée 3 semaines plus tôt. Il avait regardé Clara comme un homme regarde une facture qu'il a oublié de payer. « Je vous ai envoyé une lettre, dit-il. Je ne l'ai jamais reçue. » Eh bien, il jeta un coup d'œil à sa femme. Les choses ont changé. « Je vois ça. Je suis désolé pour votre dérangement, mademoiselle. » Vraiment. Clara était restée sur ce porche pendant 10 bonnes secondes. Son sac de voyage dans les 2 mains, le froid s'infiltrant dans son manteau. Elle fixait l'homme qui l'avait fait venir de l'autre bout du pays, puis avait oublié d'annuler la commande. Elle pensa à pleurer. Elle pensa à crier. Elle pensa aux 41 $. Puis elle posa son sac. Elle plongea la main dans la poche de son manteau. Elle en sortit les 3 $ qui lui restaient après avoir payé la diligence et les jeta à ses pieds. « Gardez-les, dit-elle. Achetez-vous une conscience. » La porte se referma. Clara ramassa son sac et retourna dans la tempête. Coldwater Creek n'était pas une grande ville. Il y avait une route principale, un magasin général, une écurie, une église qui servait aussi d'école, un saloon qui ne se donnait pas la peine de servir à autre chose, et une gare au bout de la route qui accueillait des passagers 3 fois par semaine quand le temps le permettait. Le temps ne l'avait pas permis depuis 4 jours. Clara marchait la tête baissée, son sac serré contre sa poitrine. Elle comptait les bâtiments en passant. Elle cherchait une enseigne indiquant hôtel, chambre ou même pension. Elle trouva d'abord le magasin général. C'était un large bâtiment carré. La lumière jaune des lampes filtrait à travers le givre des fenêtres. Elle poussa la porte. La chaleur la frappa comme un mur. Elle resta sur le seuil une seconde, reconnaissante, laissant la chaleur caresser son visage. Puis une voix derrière le comptoir dit « Fermez cette porte, voulez-vous, mademoiselle? Vous laissez toute la chaleur s'échapper. » Elle ferma la porte. L'homme derrière le comptoir avait la cinquantaine. Il portait une épaisse moustache grise. Il avait l'expression particulière d'un homme qui s'est déjà fait une opinion sur vous avant même que vous ayez fini d'entrer. Une plaque en fer blanc au-dessus de sa tête indiquait « Harold Briggs, marchandise générale. »« Je peux vous aider ?» dit-il. Il n'avait pas l'air de vouloir l'aider. « Je cherche une chambre, » dit Clara. « Une pension, un endroit où je peux rester 2 ou 3 nuits en attendant la prochaine diligence vers le sud. » Harold Briggs la dévisagea lentement. Son regard passa de son sac à son manteau, puis à son visage, avant de revenir à son sac. « Vous êtes arrivé par la diligence de l'après-midi? »« Oui, monsieur. »« D'où? »« De Kansas City. C'est Kansas City dans le Missouri. » C'est loin. Il ne le dit pas comme si c'était impressionnant. Il le dit comme si c'était suspect. « Vous avez de la famille ici? » Clara songea brièvement à mentir. «
Je pensais que oui, ça n'a pas marché. Briggs posa le bocal qu'il tenait. Vous êtes la femme de l'annonce, celle qui venait pour Tom Harding. Les mots tombèrent comme une gifle. Non seulement douloureux, mais humiliant. Quelqu'un l'avait observé et parlé. Toute la ville était déjà au courant. C'était le cas, dit-elle prudemment. La situation de M. Harding a changé. Je cherche simplement une chambre en attendant d'organiser un autre voyage. La veuve Pearson prend des pensionnaires, dit Briggs lentement. Mais elle m'a dit ce matin qu'elle y était complète à cause de la tempête. Elle a déjà 3 voyageurs de la diligence bloqués chez elle. Il fit une pause. Et de toute façon, je ne pense pas qu'elle prendrait une étrangère à la place de ses habitués. Y a-t-il un autre endroit? Pas à Coldwater Creek. Clara soutint son regard. Alors je dormirai à la gare. La gare est fermée après 6 heures, dit Briggs. Il le dit sans s'excuser, sans aucune préoccupation visible pour ce que cette information signifiait pour la femme en face de lui. Le chef de gare rentre chez lui, dans sa famille. Il ne revient pas avant le matin. Je vois. La voix de Clara était très calme. Elle avait appris il y a longtemps que montrer son désespoir à ceux qui ont l'avantage, c'est comme leur tendre une arme. Merci pour votre temps, Monsieur Briggs. Elle se tourna vers la porte. Mademoiselle. La voix de Briggs avait une nouvelle intonation. Pas de la gentillesse, non, mais quelque chose de proche, un certain malaise. La tempête s'intensifie ce soir. Vous ne devriez pas rester dehors. J'apprécie votre inquiétude. Elle posa la main sur la porte. Je me débrouillerai. Elle retourna dans le froid. Elle se tenait sur le porche couvert du magasin général depuis environ 7 minutes. Assez longtemps pour ne plus sentir ses doigts, mais pas assez pour admettre qu'elle n'avait aucun plan. C'est alors qu'elle entendit un bruit de chevaux. Pas un seul cheval, mais plusieurs. Ils se déplaçaient vite malgré la neige et l'obscurité. Un chariot remonta la route principale. 2 chevaux de trait luttaient contre le vent. Leur souffle formait de grands nuages blancs. L'homme sur le banc était grand, assez grand pour que Clara le remarque même de loin. Il conduisait comme un homme qui savait exactement où il allait et n'avait l'intention de s'arrêter pour rien au monde. Il s'arrêta devant le magasin général. Il arrêta brusquement les chevaux, serra le frein, sauta du banc. Il traversa la neige d'un pas décidé vers les marches du porche, sans lever les yeux. Il était presque à la porte avant de voir Clara. Il s'arrêta. Il avait peut-être 35 ans, un manteau sombre, de larges épaules, un chapeau couvert de neige. Son visage était de ceux qui ont passé des années dehors. Il était buriné, avec une mâchoire nette. Ses yeux étaient d'un gris très soutenu. Une cicatrice courait de sa tempe gauche à sa pommette. Elle était ancienne et estompée. Mais elle ne lui donnait pas un air dangereux. Elle lui donnait l'air d'un homme qui avait survécu à quelque chose et qui avait continué d'avancer. Il la regarda une seconde. « Bonsoir, madame. »« Bonsoir, dit Clara. » Il entra. Clara resta sur le porche. 3 minutes plus tard, il ressortit. Il portait un grand sac de farine et 2 paquets emballés. Il se déplaçait vite, comme en entrant. Il fit 2 pas, la dépassant, et s'arrêta de nouveau. Il se retourna. Il se tenait dans la neige au bas des marches et la regardait avec ses yeux gris. « Vous allez bien? »« Je vais bien, » dit Clara. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien. »« Je me débrouille. » Il resta silencieux un moment. Le vent soufflait fort entre eux, projetant la neige de côté. « Briggs vous a dit que la gare était fermée. » Il l'a mentionné. « Et que la veuve Pearson est complète. » Clara le regarda directement. « Vous avez parlé à M. Briggs récemment. » À l'instant, par la fenêtre. L'homme changea le sac de farine de bras. « Il vous regardait, là, dehors. J'imagine qu'il a été serviable à sa manière. » Il y avait quelque chose de sec dans sa voix. Pas méchant, juste honnête. « Je m'appelle Eli Calloway. Je dirige le ranch Calloway, et environ 4 miles au nord. » Clara Whitfield. Il hocha la tête une fois. « Vous attendez la diligence pour le sud. Quand elle repartira? » « 3 jours, dit-il. Peut-être 4 si cette tempête ne se calme pas. » Il leva les yeux au ciel un instant. Il lisait quelque chose dans les nuages que Clara ne pouvait pas lire. « Probablement 4. » Clara ne dit rien. Il n'y avait rien d'utile à dire. Eli Calloway posa le sac de farine dans le chariot et se retourna vers elle. Il n'avait pas l'air d'un homme sur le point de proposer quelque chose. Il avait l'air d'un homme en plein débat avec lui-même. Puis il retira son chapeau, le secoua pour enlever la neige et le tint dans ses mains. « J'ai 2 garçons à la maison, dit-il.
6 ans, tous les deux. Ma mère les surveillait pendant que je venais en ville pour des provisions. Il fit une pause. Leur mère est décédée il y a 2 hivers. Clara attendit. Je ne suis pas. Il s'arrêta puis reprit. Ce n'est pas le genre de choses que je dirais normalement à une femme que je viens de rencontrer sur un porche en pleine tempête de neige. Il la regarda droit dans les yeux. Mais j'ai besoin d'aide au ranch en ce moment. Plus que je n'ai eu besoin de quoi que ce soit depuis longtemps. Et vous, vous avez besoin d'un endroit où rester pour 3 ou 4 jours. Je me dis qu'un problème peut en résoudre un autre, si les deux personnes sont honnêtes. Clara étudia ce visage. Elle avait passé 3 ans dans le Missouri à apprendre à lire les hommes. Lesquels pensaient ce qu'ils disaient? Lesquels voulaient dire tout autre chose? Lesquels ne connaissaient pas la différence? Le visage d'Eli Calloway était difficile à lire, mais pas parce qu'il cachait quelque chose. Il était difficile à lire parce qu'il ne jouait aucun rôle. Il se tenait juste dans la neige, son chapeau à la main, en disant une chose vraie. « Quel genre d'aide? » demanda-t-elle. « Le bétail souffre de ce froid. J'ai 3 employés et nous faisons des rotations courtes pour empêcher le troupeau de geler dans le pâturage nord. Je ne peux pas être à la grange et à la maison en même temps, et ma mère a 68 ans. Elle fait le travail de 2 femmes depuis une semaine pour s'occuper des garçons, de la cuisine et du bois de chauffage. » Il fit une pause. « Jesse et Cole, mes garçons, ont besoin de quelqu'un à la maison avec eux, quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. Ma mère n'en a plus, même si elle ne le dira pas. Vous voulez que je garde vos enfants? Je veux vous offrir une chambre chaude, 3 repas par jour et un trajet jusqu'à la gare dès que la diligence repartira, dit-il. En échange d'une aide à la maison. Cuisiner, surveiller les garçons, tout ce dont ma mère a besoin, sans condition, sans obligation, au-delà de ce que je viens de dire. » Clara resta silencieuse un long moment. « Monsieur Calloway, dit-elle enfin, vous ne savez absolument rien de moi. Je sais que vous avez dit à Tom Harding de s'acheter une conscience et que vous êtes parti sans rien lui mendier, dit-il. Briggs a tout entendu par sa fenêtre. Il me l'a raconté dès que je suis entré, pensant que ça me ferait rire. » Il remit son chapeau. Je n'ai pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça impressionnant. Clara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la chaleur, pas encore, mais le souvenir de la chaleur, la forme de ce que la chaleur était avant que les 3 dernières années ne la rendent si prudente. « Je suis veuve, dit-elle. Mon mari est mort il y a 18 mois. Il a laissé des dettes. Je travaille et j'économise depuis. Et j'ai dépensé presque tout ce que j'avais pour venir ici. » Elle le dit simplement, sans s'excuser ni jouer un rôle. « Je veux que vous sachiez exactement qui vous invitez dans votre ranch. » Eli la regarda fixement. « Je suis veuf, dit-il. Ma femme est morte en couche et je n'ai pas pu la sauver. Je dirige ce ranch seul depuis et je n'ai pas fait un très bon travail sur les aspects les plus importants. » Il fit une pause. « Je crois que nous sommes à égalité en matière d'histoire difficile. » Le vent les frappa tous les deux au même moment. Une forte rafale fit balancer la lanterne du porche et projeta de la neige contre les vitrines du magasin. Clara attrapa son sac. Eli attrapa son chapeau. Quand la rafale passa, ils se regardèrent. « D'accord, dit Clara. Juste jusqu'à ce que la diligence reparte. »« Juste jusqu'à ce que la diligence reparte, acquiesça-t-il. Le trajet en chariot dura 40 minutes dans le noir et la neige. Ce furent les 40 minutes les plus inconfortables de la vie de Clara. Perché sur le banc dur, le vent lui fouettait la peau de milliers d'aiguilles de glace. Les chevaux peinaient, la route était à peine visible à la lueur de la lanterne. Eli conduisait sans beaucoup parler. Cela convenait parfaitement à Clara. Elle n'était pas d'humeur à converser. Une fois, il dit « Vous avez froid? Je vais bien. Il y a une couverture derrière le siège. » Elle la trouva et la drapa sur ses épaules. Elle sentait le cheval et le bois. C'était la meilleure sensation qu'elle ait eue de toute la journée. Le ranch apparut dans l'obscurité comme un amas de lumière jaune. Des fenêtres éclairées, une large silhouette de bâtiment, le bruit sourd du bétail quelque part au loin. Clara descendit du chariot, toute raide, et suivit Eli vers la porte d'entrée. Il l'ouvrit sans frapper. La cuisine la frappa en premier. La chaleur, la lumière des lampes, l'odeur de quelque chose qui cuisait. Une femme était assise à la table de la cuisine avec un panier de couture sur les genoux.
Elle était plus âgée, les cheveux argentés, le dos droit. Ses mains avaient connu des décennies de dur labeur. Elle leva les yeux quand la porte s'ouvrit. Son regard passa immédiatement d'Eli à Clara. Son expression ne changea pas, mais ses mains s'immobilisèrent. Mère, dit Eli, voici Clara Whitfield. Elle va nous aider quelques jours, tant que la diligence est bloquée. Ruth Calloway posa très lentement sa couture. Elle regarda son fils. Elle regarda Clara. Elle regarda de nouveau son fils. Eli James Calloway, dit-elle doucement. Veux-tu m'expliquer ce que tu as ramené de cette tempête? Une femme capable qui avait besoin d'un endroit où aller, dit Eli en accrochant son manteau au crochet de la porte. Et nous avions besoin d'aide, tu le sais bien. Je ne sais rien de tel. Ruth, je suis juste là, dit Clara. Tous deux la regardèrent. Clara posa son sac près de la porte et regarda directement la femme plus âgée. Madame Calloway, je comprends votre inquiétude. Vous ne me connaissez pas. Votre fils m'a ramené de la ville en pleine tempête de neige, et cela semble bien pire que ça ne l'est. Elle garda une voix égale. Je ne suis pas ici pour autre chose qu'un endroit chaud pour dormir et un travail honnête jusqu'à ce que la diligence vers le sud reparte. Si à un moment quelconque vous voulez que je parte, je partirai. C'est une promesse, et je ne fais pas de promesse que je n'ai pas l'intention de tenir. Ruth Calloway l'étudia pendant un très long et inconfortable moment. Savez-vous cuisiner? Dit enfin la femme plus âgée. Oui, madame. Des biscuits faits maison. L'expression de Ruth changea de manière presque imperceptible, mais Clara le remarqua. Les garçons n'ont pas eu de vrais biscuits depuis 2 semaines, dit-elle. Mes mains me font terriblement mal. Elle reprit sa couture. Vous pouvez prendre la chambre au bout du couloir. Il y a un crochet derrière la porte pour votre manteau. Clara laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Merci, Madame Calloway. Ruth, dit la femme plus âgée sans lever les yeux. Nous ne faisons pas de cérémonie dans cette maison. Clara enlevait son manteau quand elle l'entendit. Un petit bruit venant du couloir, trop silencieux pour être accidentel et trop délibéré pour être innocent. Elle se retourna. 2 garçons se tenaient à l'entrée de la cuisine en chemise de nuit. Épaule contre épaule, ils la fixaient avec d'énormes yeux sombres. Ils étaient identiques, comme des jumeaux. Même cheveux noirs, même front large, même forme de mâchoire que leur père. Sauf que l'un d'eux se penchait légèrement en avant avec une expression de pure curiosité fascinée. L'autre s'accrochait à la manche de son frère et observait Clara avec des yeux prudents et calculateurs. Le curieux parla le premier. « Vous êtes la dame de la ville? »« Oui, dit Clara. »« Vous n'êtes pas censée être au lit? » »« Probablement, dit-il avec le manque total d'inquiétude d'un enfant qui a décidé que la réponse à cette question n'est pas son problème. « Je suis Jesse. Lui, c'est Cole. Il ne parle pas beaucoup aux étrangers, mais il finira par le faire. » Cole ne dit rien. Il observait toujours Clara avec ses yeux prudents. « Je m'appelle Clara, dit-elle. » Jesse fit 2 pas dans la cuisine. « Pourquoi êtes-vous venu ici? »« Parce que votre père m'a offert une chambre et que j'en avais besoin, à cause de la tempête. » C'est ça. Jesse réfléchit à cela. Papa dit que la tempête pourrait durer 1 semaine. Votre père m'a dit 3 ou 4 jours. Jesse pencha la tête. Vous resterez si ça dure 1 semaine? Jesse, la voix d'Eli venait de l'autre côté de la pièce. Calme, sans colère, juste une directive. Jesse regarda son père. Je demandais juste. Tu interrogeais, dit Eli. Il y a une différence. Ramène ton frère au lit. Jesse se retourna vers Clara avec l'efficacité d'un enfant qui profite de ses dernières secondes. Savez-vous faire du pain de maïs? Oui. Son visage s'illumina. Cole aime le pain de maïs, il ne vous le dira pas, mais c'est vrai. Il attrapa le bras de son frère. Viens. Cole se laissa entraîner, mais sur le seuil, il s'arrêta et regarda Clara une dernière fois. Il ne dit rien. Il la regarda simplement avec ses yeux sérieux et scrutateurs, les yeux d'un enfant qui avait appris tôt que le monde n'était pas toujours digne de confiance et qui avait décidé de tout vérifier par lui-même. Puis, il se tourna et suivit son frère dans le couloir sombre. Clara resta très immobile dans la cuisine un moment. Ruth cousait, et Eli vérifiait le feu. Le vent battait contre les fenêtres. Elle pensa à la porte se refermant au nez de Thomas Harding. Elle pensa à Harold Briggs la regardant par sa fenêtre. Elle pensa aux $3 sur le sol gelé.
Elle pensa aux yeux de Cole Calloway. Elle ramassa son sac et se dirigea vers la chambre au bout du couloir. La chambre était petite, un lit, une table de toilette, une unique fenêtre épaisse de givre, un crochet derrière la porte pour son manteau. Clara s'assit sur le bord du lit, les mains jointes sur ses genoux. Elle regarda le givre sur la fenêtre pendant un long moment. Elle n'était pas en sécurité. Elle le comprenait clairement. Elle était dans la maison d'un étranger au milieu du Wyoming, avec un blizzard dehors, sans argent et sans autre plan que d'attendre la diligence. Elle ne connaissait pas Eli Calloway. Elle ne connaissait pas Ruth Calloway. Elle ne savait pas si la dureté dans les yeux de Ruth était une prudence honnête ou quelque chose de moins indulgent. Mais Jessie avait demandé si elle savait faire du pain de maïs. Et Cole l'avait regardé sur le seuil. Et Eli Calloway s'était tenu dans la neige, son chapeau à la main, et avait dit « Je crois que nous sommes à égalité en matière d'histoire difficile », avec la voix d'un homme qui le pensait vraiment. Clara défit de ses mains, plongea dans son sac et en sortit l'annonce du Missouri Dispatch. Celle qu'elle avait découpée, pliée et transportée à travers la moitié du pays. Elle la regarda un moment. Le nom de Thomas Harding en petits caractères. Personne sérieuse uniquement. Elle la plia en deux, puis encore en deux. Puis elle traversa la pièce, souleva le couvercle du petit poêle en fonte et y glissa le papier. La flamme le saisit immédiatement. Elle le regarda brûler. Puis elle alla à la table de toilette, se lava les mains et le visage, et retourna à la cuisine pour savoir s'il y avait assez de farine pour des biscuits le matin. Clara était levée avant le soleil. Elle ne dormait pas bien dans les lits étrangers. Pas depuis la mort de son mari, qui l'avait laissée seule dans la maison qu'ils avaient partagée à Kansas City. Elle écoutait les bruits d'un bâtiment qui ne lui semblait plus appartenir. Elle resta allongée dans le noir pendant 1 heure. Le vent pressait contre la fenêtre givrée et les bruits inconnus du ranch s'installaient autour d'elle. Puis elle se leva, s'habilla et alla trouver la cuisine. Ruth était déjà là. La femme plus âgée était assise à table avec une tasse de café. Elle avait l'immobilité particulière de quelqu'un qui est réveillé depuis un moment et n'est pas surpris d'avoir de la compagnie. Elle regarda Clara quand elle entra, mais ne dit rien, se contentant d'observer. Clara trouva la farine sans demander. Elle trouva le saindoux, le sel, la levure chimique. Elle se déplaçait silencieusement dans la cuisine, apprenant où se trouvaient les choses en ouvrant les placards et en regardant. Et Ruth observait tout cela sans offrir d'aide ni de direction. Au bout d'environ 5 minutes, Ruth dit « Vous tenez le bol différemment de la plupart des femmes. » Clara baissa les yeux sur ses mains. « Ma mère était gauchère. C'est elle qui m'a appris. » Ruth se tut de nouveau. Puis, « Mon mari était gaucher. Il m'a rendue à moitié folle pendant 20 ans. » Elle le dit sans aucune douceur, mais il y avait quelque chose en dessous. « Il est parti il y a 11 ans. »« Je suis désolée, dit Clara. Ne le soyez pas. Il a eu une belle vie et il le savait. » Ruth entoura sa tasse de café de ses 2 mains. « Allez-vous me poser des questions sur la femme d'Eli? » Clara continua de pétrir la pâte. « Non. La plupart des femmes le feraient. Oh, je ne suis pas ici pour Eli, dit Clara simplement. Je suis ici pour les biscuits. » Quelque chose changea sur le visage de Ruth. Pas un sourire, pas exactement, mais l'ébauche d'un sourire. Elle se leva lentement, avec le mouvement prudent d'une femme dont les articulations ont des opinions bien arrêtées sur les matins froids. Elle versa une 2e tasse de café. Elle la posa sur le comptoir près du coude de Clara sans qu'on le lui demande. Clara ne dit pas merci. Elle la prit simplement et continua de travailler. Ruth comprit ce genre de reconnaissance. Elle se rassit et elles restèrent silencieuses ensemble un moment, ce qui était une forme de conversation en soi. Les biscuits étaient au four quand les garçons descendirent. Jessie arriva le premier, comme Clara commençait à s'y attendre. Bruyant dans l'escalier, pieds nus sur le plancher de bois. Il arriva dans la cuisine comme une question qui n'avait pas encore décidé ce qu'elle demandait. Cole le suivait, plus silencieux, observant. Jessie s'arrêta en sentant l'odeur du four. « Vous avez vraiment fait des biscuits, dit-il, du ton d'un enfant à qui on a déjà promis des choses et qui a développé une politique de vérification. »« J'ai dit que je pouvais, » dit Clara. Jessie regarda sa grand-mère. Ruth hocha légèrement la tête, l'équivalent adulte de « oui, c'est confirmé. » Jessie tira une chaise et s'assit avec l'air satisfait de quelqu'un dont la matinée avait déjà dépassé les attentes.
Cole s'assit à côté de son frère. Il regardait à nouveau Clara avec ses yeux calculateurs. Et Clara le regarda en retour sans en faire tout un plat. Juste un regard stable et honnête qui disait « Je te vois me regarder et ça ne me dérange pas. » Cole baissa les yeux sur la table, mais il n'écarta pas sa chaise. Eli entra de l'extérieur 20 minutes plus tard, de la neige sur ses bottes et le froid encore émanant de son manteau. Il s'arrêta sur le seuil de la cuisine et contempla la scène. Sa mère à table avec son café, ses fils mangeant des biscuits, Clara debout près du poêle retournant du bacon. Son visage eut une expression compliquée qu'il dissimula rapidement. « Bonjour, dit-il. Le café est chaud, lui dit Ruth. Il se versa une tasse et resta près de la porte, toujours dans son manteau. La tempête ne s'est pas calmée cette nuit, dit-il à la cantonade. La clôture nord tient, mais j'ai perdu 2 bêtes à cause du froid dans le pâturage éloigné. Nous allons devoir rapprocher le reste du troupeau de la grange aujourd'hui. Jesse leva les yeux. Je peux aider? Non, dirent Eli et Ruth en même temps. Jesse accepta cela avec la résignation de quelqu'un habitué à la réponse. Eli regarda Clara. Mes employés sont Tom Greer et les frères Aldridge, Walt et Pete. Ils seront au dortoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant que je suis dehors et que vous ne pouvez pas me joindre, c'est à Tom qu'il faut demander. Il est avec nous depuis 8 ans. D'accord, dit Clara. Les garçons sont... Il s'arrêta, recommença différemment. Jesse vous parlera sans arrêt si vous le laissez faire. Cole ne dit pas grand-chose, mais il écoute tout. Alors faites attention à ce que vous dites près de lui, car il s'en souvient mot pour mot et le répétera au pire moment possible. Il dit cette dernière partie en regardant Cole, qui étudiait très délibérément son biscuit. Je m'en souviendrai, dit Clara. Eli finit son café, décrocha son chapeau du crochet et regarda sa mère. Quelque chose passa entre eux. Le langage rapide et condensé de personnes qui se parlaient depuis des décennies. Ruth lui lança un regard qui signifiait quelque chose que Clara ne pouvait pas encore traduire. Et Eli mit son chapeau et retourna dehors. La porte se referma et la cuisine parut différente. Pas plus vide exactement, mais ajustée. Jesse dit à Clara, « Papa ne parle pas beaucoup non plus. Cole tient ça de lui. » Jesse, dit Ruth. « J'explique juste, dit Jesse. » Clara se retourna vers le poêle. Elle commençait à comprendre le rythme de cette famille. La façon dont Ruth tenait la maison par la seule force de sa constance. La façon dont Jesse narrait tout, comme s'il avait peur que le monde oublie de se remarquer lui-même. La façon dont Cole absorbait tout et ne rendait rien jusqu'à ce qu'il décide que vous l'aviez mérité. Elle était dans cette maison depuis moins de 12 heures et elle pouvait déjà voir à quel point Ruth était fatiguée. Pas la fatigue d'une mauvaise nuit, mais la fatigue accumulée d'une femme qui en faisait trop depuis trop longtemps et avait cessé de le mentionner parce que le mentionner ne changeait rien. Après le petit déjeuner, quand les garçons allèrent s'habiller, Clara commença à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande. Ruth se leva pour aider et Clara dit « Asseyez-vous. Vos mains vous font mal? » Ruth s'arrêta. « Je n'ai rien dit à propos de mes mains. Vous teniez la tasse de café à 2 mains ce matin. Vous vous êtes assise avec précaution et vous n'avez pas pétri le pain hier soir. Il y a une miche à moitié finie sur le comptoir qui s'est arrêtée là où le pétrissage aurait dû commencer. » Clara continua de laver. « Je n'essaie pas d'outrepasser mes droits. Je dis juste de vous asseoir. Je peux faire la vaisselle. » Ruth s'assit. Elle ne dit pas merci non plus. Mais elle s'assit. La matinée passa en travail. Clara apprit la maison comme elle avait toujours appris les lieux, en s'y déplaçant, en prêtant attention, en mémorisant où se trouvaient les choses et comment elles fonctionnaient. Le garde-manger était bien approvisionné, mais pas organisé. Alors elle l'organisa pendant que le pain levait. Le bois de chauffage à l'intérieur diminuait, alors elle trouva le tasse de bois dehors et en rentra assez pour la journée. Jesse la suivit lors du 2e voyage et porta une petite brassée avec un immense sérieux. « C'est mon travail d'habitude, lui dit-il. Alors tu pourras le reprendre demain, dit-elle. Il sembla trouver cela acceptable. Cole observait depuis le porche. Il avait mis son manteau et ses bottes pour se tenir dehors dans le froid et regarder Clara porter du bois, ce qui lui parut un investissement d'effort significatif pour un enfant qui, ostensiblement, ne se souciait pas d'elle. Lors de son 3e passage devant le porche, elle dit sans s'arrêter, « Tu peux aider si tu veux. » Cole resta silencieux un moment. Puis il descendit du porche et ramassa 2 morceaux de bois. Il ne dit rien.
Mais il porta le bois à l'intérieur, et au quatrième voyage de Clara, il était déjà de retour sur le porche, attendant avec 2 autres morceaux. Et ce fut tout. Ruth, observant depuis la fenêtre de la cuisine, ne dit rien, mais elle observait. Eli rentra pour le repas de midi avec Tom Greer et Walt Aldridge. Ils étaient usés par le travail et le froid, et parlèrent peu à table. Ils mangeaient avec l'efficacité concentrée d'hommes qui avaient encore beaucoup de travail qui les attendait dehors. Tom Greer avait la quarantaine, mince et hâlé, avec une manière directe et aucune opinion visible sur Clara. Walt Aldridge était plus jeune, peut-être 25 ans. Il regarda Clara avec la curiosité ouverte de quelqu'un qui avait entendu l'histoire du point de vue d'Harold Briggs et se formait encore sa propre opinion. Clara servit le repas et s'assit au bout de la table, ne disant rien qui ne lui était demandé. Après que les hommes furent repartis, Jessie se pencha vers Cole et dit dans un chuchotement de scène facilement audible par tout le monde dans la pièce. « Je crois que Walt l'aime bien. »« Jessie, » dit Eli depuis le seuil. « Je dis juste ce que je vois, » dit Jessie. Eli regarda Clara très brièvement. Pas une excuse, exactement, mais une reconnaissance. Et puis il fut parti. L'après-midi apporta le vrai problème. Ça a commencé avec Cole. Clara était dans la cuisine avec Ruth, s'attaquant à une pile de couture que les mains de Ruth ne pouvaient pas gérer, quand elle entendit un bruit venant de l'étage. Pas un fracas, pas un cri, mais une qualité particulière de silence qui suivait un petit accident et précédait soit des larmes, soit une tentative de cacher les preuves. Elle alla vers les escaliers. Cole était assis sur la marche du haut, tenant sa main gauche dans sa droite. Il y avait du sang sur sa paume. Pas beaucoup, mais assez. Il la regarda sans rien dire, avec l'expression d'un enfant qui décide s'il doit admettre ce qui s'est passé. « Laisse-moi voir, » dit Clara. Il tendit la main. Une petite coupure, peut-être un pouce de long sur le talon de sa paume. Elle s'assit à côté de lui sur la marche et l'examina attentivement. « Qu'est-ce que tu faisais? » Silence. « Cole. »« J'essayais de réparer mon couteau, » dit-il très doucement. La lame s'est détachée du manche. « Tu as eu le couteau? » Il le sortit de sa poche avec la prudence de quelqu'un qui abandonne quelque chose qu'il s'attend à perdre définitivement. Clara le regarda. Un petit couteau pliant, vieux. Le genre qu'un homme donne à un garçon quand il décide que le garçon est assez grand. La lame s'était détachée du manche en bois, c'est pourquoi elle avait glissé. « À qui est ce couteau? » dit-elle. La mâchoire de Cole se serra. « Le père de ma mère l'a donné à mon père. Mon père me l'a donné. » Clara tint le couteau avec précaution dans ses 2 mains. « Il peut être réparé, » dit-elle. La goupille qui tient la lame a juste besoin d'être remise en place. As-tu un petit marteau et un clou de finition? Cole la dévisagea. Vous savez comment réparer un couteau? Mon mari avait un atelier. Je l'ai beaucoup regardé travailler. Elle se leva. Nettoyons d'abord ta main, puis nous réparerons le couteau. Elle l'emmena à la table de toilette dans la cuisine et nettoya la coupure efficacement. Sans en faire tout un plat, sans prétendre que ça ne faisait pas mal, juste en s'en occupant comme on s'occupe des petites blessures. Directement et sans drame, Cole resta très immobile et la laissa faire. Quand elle lui enveloppa la main dans une bande de tissu propre, il dit « Ça n'a pas besoin de bandage. Ça saignera surtout si on ne le fait pas. » Il regarda le bandage. « D'accord. » Ruth observait depuis sa chaise près de la fenêtre. Clara croisa son regard et Ruth détourna rapidement les yeux. Clara commençait à comprendre que Ruth l'observait d'assez près pour ne pas vouloir se faire surprendre. Elle trouva un marteau et un clou de finition dans le tiroir à outils près de la porte arrière. Elle et Cole s'assirent l'un en face de l'autre à la table de la cuisine. Elle lui montra comment remettre la goupille avec précaution, comment maintenir la lame alignée, où taper et avec quelle force, quand s'arrêter. Cole suivit chaque étape avec toute son attention. Il posa 2 questions, toutes 2 précises. Quand la lame fut réparée et bien en place, Clara la referma et la posa sur la table entre eux. Cole la ramassa, l'ouvrit, la referma. La lame bougeait maintenant en douceur, se verrouillant correctement. Il la regarda. « Merci, » dit-il. C'était la première fois qu'il prononçait son nom ou quoi que ce soit de spontané directement à elle. Sa voix était si sérieuse et si jeune en même temps que Clara dut baisser les yeux sur la table un moment. « De rien, » dit-elle. « Garde-le dans ta poche, pas dans ta main, et si la goupille se dessert à nouveau, tu viens de me trouver. » Cole hocha la tête. Il mit le couteau dans sa poche.
Il se leva de table et alla trouver son frère. Clara resta assise un moment dans la cuisine silencieuse. La lumière de l'après-midi devenait grise aux fenêtres et le vent poussait fort contre les murs de la maison. Ruth dit depuis sa chaise. Sa mère a donné ce couteau à Ellie le jour de leur mariage. C'était celui de son père. Clara leva les yeux. Il n'a jamais laissé personne d'autre y toucher, dit Ruth. Elle avait sa couture sur les genoux, mais elle ne travaillait pas. Ni Elaine, ni Jessie, personne, elle fit une pause. Il t'a laissé y toucher. Clara ne dit rien. Je ne dis pas ce que ça signifie, dit Ruth prudemment. Je dis juste ce qui s'est passé. Elle reprit son aiguille. Il faudra commencer le souper dans environ 1 heure. Il y a un rôti de chevreuil dans le garde-manger froid. Clara se leva. Je vais le trouver. Elle était à mi-chemin du garde-manger quand Ruth parla de nouveau, sans lever les yeux de sa couture. Tu avais raison pour mes mains, dit-elle. Elles vont mal depuis octobre. Une pause. Je n'aime pas l'admettre. Je sais, dit Clara. Moi non plus. Ruth émit un son qui n'était ni un accord ni un rejet. Clara alla chercher le rôti. Eli rentra au crépuscule, de la boue sur ses bottes et une fatigue dans les yeux plus profonde que la fatigue physique. Il se lava à la porte arrière, entra dans la cuisine et resta un moment. Il s'imprégnait de l'odeur de la cuisine et du bruit de ses fils se disputant joyeusement dans la pièce voisine, et de la vue de Clara près du poêle. Il s'assit à table. Clara versa du café sans qu'on le lui demande et le posa devant lui. « Tu as perdu d'autres bêtes ?» demanda Ruth. « Pas aujourd'hui. On a déplacé le troupeau. » Il entoura la tasse de ses mains. « Le sol gèle plus fort que prévu. Si ça continue 1 semaine de plus, on aura des problèmes avec l'approvisionnement en eau de la grange. Tom sait quoi faire pour ça? Tom a des idées. J'ai des idées différentes. » Il but le café. « On trouvera une solution. » Jessie arriva en courant de l'autre pièce, suivi de Cole. « Papa, Clara a réparé le couteau de Cole. » Eli s'immobilisa. Il regarda le dos de Clara, puis Cole qui se tenait sur le seuil, les mains dans les poches. « C'est vrai? » Cole hocha la tête. « La goupille s'était desserrée, » dit Clara sans se retourner. « C'était une réparation simple. » Eli resta silencieux un moment. « Cole, dit-il. » Cole regarda son père. « Prends soin de ce couteau. »« Je sais, papa. »« D'accord. » Eli but son café. Jessie se lança dans un récit complet de la technique de Clara avec le marteau et le clou de finition. C'était détaillé et largement exact, et dura jusqu'à ce que le souper soit sur la table. Cette nuit-là, après que les garçons furent au lit et que Ruth fut partie dans sa chambre, la maison devint silencieuse. Clara se tenait à la fenêtre de la cuisine avec une tasse de thé et regardait l'obscurité. La neige tombait toujours. La lumière du dortoir était allumée de l'autre côté de la cour. Quelque part dans le noir, le bétail bougeait. Elle entendit Eli revenir de sa ronde à la grange. Elle l'entendit s'arrêter sur le seuil de la cuisine derrière elle. « La lampe est encore allumée, dit-il. Je pensais que tu serais endormi. » Je n'y arrivais pas. Il traversa la pièce jusqu'au poêle et se versa le reste du café. Il se tenait de l'autre côté de la cuisine. Pas trop près, pas intrusif. Juste présent, à la manière d'un homme qui comprenait que la compagnie et la conversation étaient 2 choses différentes. Au bout d'un moment, il dit « Cole t'a un peu parlé aujourd'hui. » Il n'a pas parlé à une femme qu'il ne connaissait pas déjà depuis la mort de sa mère. Il le dit simplement, sans y mettre de poids particulier, juste comme un fait. Je pensais que tu devais le savoir. Clara continua de regarder par la fenêtre. Dehors, la neige tombait, régulière, patiente et indifférente à tout ce qui se trouvait en dessous. « C'est un bon gamin, dit-elle. »« Oui, dit Eli. Il l'est. » Le feu crépita dans le poêle. Le vent souffla contre la maison. Il se tenait de part et d'autre de la cuisine dans le silence confortable de 2 personnes qui avaient toutes 2 appris, à leurs dépens, que le silence n'était pas la même chose que le vide. Clara finit son thé. « Bonne nuit, Monsieur Calloway. »« Ellie, dit-il, on ne fait pas de cérémonie ici, ma mère l'a dit. » Clara posa sa tasse dans la bassine. Elle faillit sourire. « Bonne nuit, Ellie. » Elle descendit le couloir jusqu'à la chambre du fond, celle avec le givre sur la fenêtre et le crochet derrière la porte. Elle accrocha son manteau. Elle s'assit sur le bord du lit. Elle n'était pas en sécurité. Elle le comprenait toujours clairement. La diligence était encore à 3 jours, peut-être 4, peut-être plus.
La ville avait toujours Harold Briggs, sa fenêtre et ses opinions. Elle n'avait toujours pas d'argent et pas de plan clair. Mais Cole Calloway avait dit merci et l'avait pensé de tout son être. Et Ruth lui avait parlé du couteau. Et quelque part dans la maison, deux garçons de 6 ans dormaient, sans savoir que la femme au bout du couloir était venue ici par erreur et repartait dès que la route serait dégagée. Clara s'allongea dans le noir et écouta le vent. Elle ne dormit pas pendant un long moment. Mais quand elle s'endormit enfin, elle ne rêva pas de la porte de Thomas Harding se fermant, ni de la fenêtre de Harold Briggs, ni des 3 $ sur le sol gelé. Elle ne rêva de rien du tout. Ce qui, pensa-t-elle, était la chose la plus proche de la paix qu'elle ait connue depuis très longtemps. Le troisième jour amena Harold Briggs. Clara était dans la cour avec Jesse et Cole. Elle leur montrait comment vérifier l'abreuvoir près de la petite grange pour s'assurer qu'il n'avait pas gelé. C'est alors qu'elle entendit le chariot arriver sur la route. Jesse l'entendit aussi et se tourna immédiatement avec l'excitation instinctive d'un enfant pour qui tout arrivé est un événement. Cole leva les yeux plus lentement, plus prudemment, comme il regardait tout. Le chariot s'arrêta à la barrière. Harold Briggs descendit avec les mouvements délibérés d'un homme qui a répété la raison de sa présence. Il portait son bon manteau. Cela en disait long à Clara. « Monsieur Calloway est là ?» cria-t-il vers la maison. Ruth apparut sur le seuil avant que Clara ne puisse répondre. « Il est dans le pâturage nord, Harold. Que veux-tu? » Briggs passa la barrière. Son regard se posa sur Clara avec la qualité particulière d'un homme venu spécifiquement pour la voir et qui prétendait le contraire. « Bonjour, Ruth. Je venais juste prendre des nouvelles. La tempête a été dure pour tout le monde. »« Nous nous en sortons très bien, » dit Ruth. « Je vois ça. » Il s'arrêta à quelques pas de Clara. « Mademoiselle Whitfield, vous êtes toujours là. »« La diligence ne circule pas encore, » dit Clara. « Non, en effet. » Il mit les mains dans les poches de son manteau. « J'ai parlé au chef de gare ce matin. Il dit que ça pourrait prendre encore 5 jours, peut-être 6. » Clara garda une expression neutre. « Je vous remercie de m'en informer. »« Tom Harding se sent très mal à propos de la situation, » dit Briggs. « Sa femme, la nouvelle, se sent mal aussi. Ils voulaient que je vous le dise. »« C'est gentil de leur part. » Il se demandait, continua Briggs avec le ton prudent d'un homme délivrant un message pour lequel on lui avait donné des mots précis, « si vous ne seriez pas plus à l'aise chez la veuve Pearson. Un de ces voyageurs est parti hier, donc il y a une chambre de libre maintenant. Tom a dit qu'il couvrirait les frais, vu les circonstances. » Jesse observait la conversation avec une fascination non dissimulée. Cole, sans décision apparente, s'était rapproché légèrement de Clara. Clara regarda Harold Briggs un long moment. Elle comprenait exactement ce qui se passait. La conscience de Tom Harding n'était pas la raison de cette visite. La ville parlait et Harold Briggs était l'instrument de la ville pour gérer les choses qu'elle trouvait désordonnées. « Dites à M. Harding que j'apprécie l'offre, » dit-elle, « mais j'ai pris un arrangement avec les Calloway et j'ai l'intention de l'honorer. »« C'est juste que les gens parlent, Mademoiselle Whitfield, » dit Briggs, abandonnant le prétexte du message pour en venir au fait. « Une femme seule dans la maison d'un veuf, ça ne fait pas bien. Je suis sûr que vous comprenez. »« Je comprends parfaitement, » dit Clara. « J'aide Mme Ruth Calloway avec la maison pendant que son fils gère une situation difficile avec son bétail dans la pire tempête de la décennie. Il y a 2 enfants ici qui ont besoin de soins constants et les mains de Mme Calloway la font souffrir. » Elle fit une pause. « Y a-t-il quelque chose dans cet arrangement qui nécessite une correction? » La mâchoire de Briggs bougea. « Je dis juste comment ça paraît. »« Vous dites comment ça paraît aux gens qui ne sont pas ici, » dit Clara. « Moi, je vous dis comment c'est. » La main de Cole, très petite et très délibérée, se referma sur 2 doigts de la main gauche de Clara. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne bougea pas. Elle garda simplement les yeux sur Harold Briggs et laissa l'enfant s'accrocher à elle. Briggs regarda Cole, puis Clara, puis il s'éclaircit la gorge. « Eh bien, je transmettrai votre réponse à Tom. »« Fais donc ça, » dit Ruth depuis le seuil. Sa voix était agréable, de la même manière qu'une porte fermée est agréable, là et sans bouger. Briggs remonta dans son chariot avec un peu moins de dignité qu'à son arrivée. Clara regarda le chariot jusqu'à ce qu'il retourne sur la route principale, puis elle baissa les yeux vers Cole. Cole relâcha ses doigts. Il la regarda avec les yeux gris et stables de son père. « Il essayait de vous faire partir, » dit-il. « Oui. Allez-vous partir? »« Pas à cause de lui, » dit Clara. Cole absorba cela.
Jesse, qui avait pratiquement vibré à côté d'eux, dit « Grande-mère avait l'air de vouloir lui jeter quelque chose. » Jesse appela Ruth depuis le seuil. « Je dis juste ce que j'ai vu, » dit Jesse. Clara faillit rire. Elle le retint et le transforma en un souffle. Mais Cole le vit. Elle le sut à la façon dont ses yeux changèrent légèrement, passant de sérieux à quelque chose qui songeait à devenir un sourire. Ils retournèrent vérifier l'abreuvoir. Eli rentra à midi et Clara lui raconta la visite de Briggs, simplement et sans commentaire. Elle lui dit ce que Briggs avait dit, ce qu'elle avait dit, et le véritable but de la visite. Et elle observa le visage d'Eli pendant qu'elle parlait. Son expression ne changea pas beaucoup, mais quelque chose dans sa mâchoire se crispa à la partie sur comment ça paraît. Quand elle eut fini, il dit « Tu aurais dû m'appeler. Tu étais dans le pâturage nord. Le bétail avait plus besoin de toi que moi d'être sauvé d'Harold Briggs. » Eli la regarda fixement. « Tu es sur ma propriété. Ce qui se passe ici est ma responsabilité. »« Ce qui m'arrive est ma responsabilité, » dit Clara. « Je m'en suis occupé. » Ils se regardèrent à travers la table de la cuisine, avec la tension particulière de deux personnes ayant le même argument de part et d'autre du même principe. Ruth posa un bol de soupe devant Eli. « Elle s'en est mieux sortie que tu ne l'aurais fait, » dit Ruth. « Tu aurais dit à Harold de se mêler de ses affaires d'une manière qui lui aurait donné deux autres choses à raconter. » Elle lui a dit la même chose avec moins de munitions. Elle s'assit. « Mange ta soupe. » Eli mangea sa soupe. Au bout d'un moment, il dit sans lever les yeux. « Cole est sorti ce matin? » « Il a aidé avec l'abreuvoir, » dit Clara. Eli resta silencieux. Cole n'était pas sorti volontairement depuis novembre. Clara ne le savait pas encore, mais Ruth le savait. Et Ruth regarda son fils avec l'expression d'une femme qui classe une information. La soupe était presque finie quand la véritable crise de la journée arriva. Et elle n'arriva pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la maison, de la chambre du fond où Ellie dormait seule depuis 2 ans. Elle prit la forme d'un son que Clara reconnut immédiatement, un enfant qui tousse. Pas la toux vive et théâtrale de Jesse, qu'il utilisait parfois pour attirer l'attention. Quelque chose de différent. La toux grasse et laborieuse qui part de la poitrine et ne s'arrête pas. Eli fut debout avant la fin du son. Clara était juste derrière lui. Cole était dans son lit, ce qui était inhabituel car il était levé et habillé depuis 2 heures. Il était couché sur le côté sous les 2 couvertures, les yeux mi-clos. Son visage avait cette couleur particulière que prennent les enfants quand quelque chose ne va pas depuis un moment et qu'ils n'ont rien dit. « Hé !» Eli s'assit sur le bord du lit et posa sa main sur le front de Cole. Son expression se crispa. « Depuis quand tu ne te sens pas bien? » La voix de Cole sortit plus faible que d'habitude. « Depuis ce matin. »« Pourquoi n'as-tu rien dit? » Cole ne répondit pas. Clara s'approcha et Eli la regarda. Il ne demandait pas d'aide, pas exactement, mais il ne disait pas non plus le contraire. Elle se pencha et regarda Cole attentivement. Sa respiration était plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Quand elle posa sa main à côté de celle de Eli sur le front du garçon, la fièvre était réelle et montait. « Ta poitrine te fait mal? » demanda-t-elle à Cole. On hocha la tête. « Quand tu respires profondément. » Un autre hochement de tête. Eli se leva. « Je dois aller chercher le docteur Marsh en ville. »« La route est enneigée du côté nord, » dit Clara. « Tu viens de la traverser. »« Je connais la route. »« Ça te prendra 2 heures aller-retour par ce temps, au minimum. » Elle garda une voix calme. « Quelqu'un ici sait-il faire un cataplasme à la moutarde? » Ruth apparut sur le seuil. Elle avait entendu. Ses yeux se posèrent sur Cole, puis sur Clara. « Je sais comment faire, » dit Ruth. « Alors dis-moi ce dont tu as besoin et je vais le chercher. »« Le placard à côté du garde-manger, » dit Ruth. « Moutarde sèche, farine, la boîte de Saint-Doux et le tissu doux sur la 2e étagère. » Clara y alla. Elle se déplaça vite, mais pas frénétiquement. Le genre de vitesse efficace qui vient d'un esprit calme. Elle l'avait appris non pas à l'école, mais durant le long hiver du Missouri, quand les poumons de son mari s'étaient détériorés. Le médecin était à une journée de cheval, et elle était la seule présente. Elle revint en 2 minutes avec tout ce dont Ruth avait besoin. Eli observait depuis le seuil, les mains le long du corps,
avec l'impuissance particulière d'un homme très capable dans toutes les mauvaises directions pour l'urgence actuelle. Jesse se tenait à côté de lui, serré contre le bras de son père, pour une fois complètement silencieux. Ruth et Clara travaillèrent ensemble au chevet de Cole, avec l'efficacité fluide de femmes qui avaient toutes deux accompli des choses difficiles de leurs mains et savaient suivre le rythme de l'autre sans discussion. Ruth prépara le cataplasme. Clara prépara le tissu. Quand ce fut prêt, Clara parla doucement à Cole pendant que Ruth l'appliquait. Elle ne le distrayait pas avec des bavardages, parlant simplement d'une voix basse et régulière de choses et d'autres, gardant son attention sur son visage plutôt que sur l'inconfort. Cole garda les yeux sur elle tout le temps, il ne pleura pas, il était le fils de son père. Quand ce fut terminé, Ruth dit à Ellie, « Sa fièvre est élevée, mais pas encore dangereuse. Garde-le au chaud et immobile. Si elle monte plus haut cette nuit, nous aurons besoin du médecin. » Elle regarda Clara. « Tu as déjà fait ça? » « Oui, dit Clara, mon mari, et avant ça, mon jeune frère. » Elle se redressa. « Je peux rester avec lui cette nuit si tu as besoin de moi. » Eli la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Pas de la gratitude exactement, ce qu'elle ne voulait pas de toute façon, mais quelque chose de plus compliqué. Le regard d'un homme qui recalibre quelque chose. « Je resterai avec lui, dit Ellie. C'est mon garçon. »« Je le sais, dit Clara d'une voix égale. Je n'essaie pas de prendre ta place. Je propose de te relayer pour que tu puisses dormir quelques heures. Tu es sur les rotules depuis 3 jours, et si tu tombes malade aussi, tout ce ranch est en difficulté. » Eli la regarda. La logique était indiscutable, et ils le savaient tous les deux. « Quelques heures, dit-il finalement. « Quelques heures, acquiesça-t-elle. Jesse tira la manche de son père. « Cole va s'en sortir? » Eli posa sa main sur la tête de Jesse. « Oui, mon grand, il va s'en sortir. » Jesse regarda par-dessus son père vers Clara. Elle lui fit un petit hochement de tête honnête, pas le réconfort exagéré que les adultes donnent parfois aux enfants pour se sentir mieux, mais une vraie réponse d'une personne à une autre. Les épaules de Jesse s'affaissèrent d'environ 1 pouce. « D'accord, dit-il. » Il retourna dans sa chambre sans qu'on le lui dise. Eli resta avec Cole tout l'après-midi et en début de soirée. Clara gérait la maison, occupait Jesse, entretenait le feu, préparait de la nourriture pour quand les gens en auraient besoin. Vers 7 heures du soir, elle apporta une assiette à Eli dans la chambre de Cole. Elle la laissa sans le forcer à parler, car elle voyait qu'il était dans le silence épuisé particulier d'un parent veillant un enfant malade et comptant chaque degré de fièvre. À 10 heures, elle frappa à la porte. « Va dormir, je m'en occupe. » Eli regarda Cole, qui dormait maintenant, respirant mieux que l'après-midi. Il regarda Clara. « Tu sais ce qu'il faut surveiller, dit-il. Si sa respiration s'aggrave, si la fièvre monte en flèche, s'il se réveille confus. Je viendrai te chercher immédiatement. Je n'attendrai pas et je n'essayerai pas de gérer ça seule. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je comprends la différence entre ce que je peux gérer et ce que je ne peux pas. » Eli se leva. Il regarda son fils un long moment avec l'expression d'un homme faisant quelque chose qui lui coûtait. Se retirer, faire confiance à quelqu'un d'autre pour la chose la plus importante qu'il avait. « 2 heures, dit-il. « 2 heures, dit-elle. Vas-y. » Il partit. Clara s'installa dans le fauteuil à côté du lit de Cole. La lampe était baissée, la maison était silencieuse autour d'elle, la tempête travaillait toujours les murs. Le feu dans le petit poêle de la chambre faisait son travail. La respiration de Cole était plus facile maintenant, le cataplasme faisant ce qu'il était censé faire. Au bout d'environ 20 minutes, les yeux de Cole s'ouvrirent. Il regarda le plafond un moment, puis tourna la tête et la trouva dans le fauteuil. « Tu es resté, » dit-il. Sa voix était rauque à cause de la toux, mais stable. « J'ai dit que je le ferais. » Il regarda de nouveau le plafond. Clara attendit. « Ma mère s'asseyait là, dit-il. Quand Jesse et moi étions malades, elle restait dans ce fauteuil toute la nuit et ne partait pas. » Clara resta très immobile. « Jesse ne s'en souvient pas, dit Cole. Il était trop petit, mais moi je me souviens. » Sa voix était totalement neutre. La façon dont les enfants parlent parfois de choses dévastatrices parce qu'ils n'ont pas encore appris que les choses dévastatrices doivent être jouées avec plus de poids. Je me souviens de tout à son sujet. « C'est un cadeau, dit Clara doucement. »
Cole réfléchit à cela. Papa le dit aussi. Une pause. Mais il ne parle pas beaucoup d'elle. Je pense que ça lui fait mal. Probablement, dit Clara. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à elle. Je sais. Les yeux de Cole devenaient lourds à nouveau, la fièvre le ramenant vers le sommeil. Clara? Oui. Je suis content que tu ne sois pas allée chez Madame Pearson. Clara serra les mains sur ses genoux. Moi aussi, dit-elle. Cole s'endormit. Clara resta assise dans le fauteuil que sa mère avait utilisé et veilla sur lui à la lueur de la lampe. Elle ne se permit pas de penser trop loin, car penser trop loin avait tendance à donner l'impression que le moment présent ne lui appartenait pas. Elle appartenait ici, maintenant. C'était suffisant. C'était ce qu'elle avait. Vers minuit, Eli apparut sur le seuil. Il avait dormi. Elle pouvait le voir. Une partie de l'épuisement extrême s'était lissée sur son visage. Il regarda Cole, puis Clara. « Comment va-t-il? » La fièvre a un peu baissé. Sa respiration est stable. Il s'est réveillé une fois vers 11 heures, a parlé 1 minute et s'est rendormi. Eli entra dans la pièce et s'accroupit à côté du lit, vérifiant la température de Cole avec le dos de sa main, comme le font les parents. Le mouvement rapide et sûr de quelqu'un qui connaît la base par instinct. Il expira. « Mieux, dit-il. Oui. » Il se redressa et regarda Clara dans le fauteuil. Elle était fatiguée. Il le voyait clairement. Elle était debout depuis avant l'aube, faisant le travail de 2 personnes. Et elle avait veillé son enfant malade pendant 2 heures à minuit, sans plainte ni attente. « Va te coucher, dit-il. Je vais bien. » Clara. Il prononça son nom comme Ruth disait les choses, simplement, sans question. « Va te coucher. » Elle le regarda un moment, puis elle se leva, régla la lampe au bon angle pour qu'il puisse voir Cole clairement depuis le fauteuil, et se dirigea vers la porte. Elle s'y arrêta. « Ellie, dit-elle. » Il la regarda. Elle n'avait pas les mots pour ce qu'elle voulait dire, et elle le comprit à temps pour ne pas les embarrasser tous les deux en essayant. Alors elle dit simplement, « C'est un gamin remarquable. » Le visage d'Ellie a eu de nouveau cette expression compliquée, celle qu'il dissimulait rapidement. « Oui, dit-il, il l'est. » Clara descendit le couloir jusqu'à sa chambre. Elle s'assit sur le bord du lit. À travers le mur, elle pouvait entendre faiblement la voix d'Ellie. Basse, calme, parlant à son fils endormi sur ce ton doux particulier que les hommes forts réservent au moment où personne n'est censé les entendre être tendres. Elle ne pouvait pas distinguer les mots. Elle n'essaya pas. Elle s'allongea dans le noir. La tempête pressait contre la maison, et le ranch tenait bon autour d'eux tous. Et quelque part au bout du couloir, un père veillait de son enfant, et le fauteuil n'était plus vide. Et Clara Whitfield, qui était venue au Wyoming par erreur et était restée par les circonstances, était allongée dans la petite chambre au bout du couloir. Et elle sentit pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait le dire, qu'elle était exactement là où elle était censée être. Elle ne se permit pas de faire confiance à ce sentiment. Mais elle le ressentit quand même. Cole allait mieux le matin. Pas complètement mieux. Il était encore pâle, et sa voix portait toujours la rudesse de quelqu'un dont la poitrine avait trop travaillé. Mais ses yeux étaient clairs, et il s'assit dans son lit et demanda du pain de maïs. Ruth dit que c'était le meilleur signe possible, car le garçon ne demandait de la nourriture que lorsqu'il avait déjà décidé qu'il allait bien. Clara fit le pain de maïs. Elle fit aussi du café et des œufs, et entretint un feu vif. Elle ne mentionna la nuit précédente à personne, car la nuit précédente semblait être quelque chose de privé, qui appartenait à cette famille, et elle n'en avait été qu'une participante temporaire. Eli rentra de sa ronde matinale à la grange et regarda Cole à la table de la cuisine. Quelque chose dans ses épaules se relâcha, une tension qui durait depuis près de 24 heures. Il posa brièvement sa main sur la tête de Cole. Le geste d'un homme qui ne pouvait pas toujours dire la chose, mais pouvait la faire. Et Cole s'y appuya 1 seconde, comme le font les enfants quand ils sont encore assez jeunes pour ne pas être gênés d'avoir besoin de leur père. Jesse s'assit en face de son frère et mangea son pain de maïs avec l'énergie satisfaite de quelqu'un dont le monde avait été brièvement déréglé et était maintenant de nouveau en ordre. Il n'avait pas posé de questions à Clara sur la nuit précédente. Il l'avait regardée ce matin quand elle était entrée dans la cuisine et lui avait fait un signe de tête d'un sérieux authentique de 6 ans qu'elle trouva plus émouvant qu'elle ne s'y attendait. La journée avança comme les journées avancent dans un ranch en activité, peu importe ce qui s'était passé la veille.
Avec les exigences implacables des animaux, de la météo et des 100 petites tâches qui empêchaient toute l'entreprise de s'effondrer. Eli retourna dehors. Tom Greer et Walt Aldridge travaillaient à la grange. Ruth se déplaçait plus lentement que d'habitude et Clara l'observait sans en avoir l'air. À 2 reprises, elle déplaça des objets là où Ruth en avait besoin avant que Ruth n'ait à le demander. Vers le milieu de la matinée, pendant que Cole se reposait dans la pièce principale et que Jesse lui lisait un almanach usé qu'ils avaient trouvé sur l'étagère. Jesse lisait les rapports agricoles d'une voix grave et importante, et Cole corrigeait occasionnellement sa prononciation. Ruth vint se tenir à côté de Clara au comptoir de la cuisine. « Tu savais ce que tu faisais la nuit dernière? » Ruth ne posait pas de questions. « J'ai de l'expérience, dit Clara. Avec ton frère, tu as dit. Et mon mari, avant sa mort. » Elle continua de façonner le pain. « Ses poumons l'ont lâché pendant l'hiver de 81. Je l'ai eu encore 4 mois après ça. » Ruth resta silencieuse un moment. « Ce sont 4 mois difficiles. » Ils l'étaient. « Mais je les ai eus. » Clara fit une pause. « Cela compte plus maintenant que la partie difficile. » Ruth posa sa tasse de café sur le comptoir. Elle le fit comme elle faisait tout, avec précision, sans mouvement inutile. « Je t'ai observé, dit-elle. Je sais. Je ne m'en excuse pas. Je ne te le demande pas, dit Clara. Si mon fils avait ramené une étrangère à la maison en pleine tempête de neige, je l'aurais observé aussi. Je l'aurais surveillé comme un faucon. » Ruth émit un son qui n'était pas tout à fait un rire. « Tu l'aurais fait, n'est-ce pas? »« Absolument, dit Clara. » Ruth s'appuya contre le comptoir et regarda vers la pièce principale, d'où provenaient les voix de ses petites-fils. Jesse lisait sur les températures du sol pour le blé d'hiver, et Cole lui disait qu'il prononçait mal Germination. Le visage de Ruth en les regardant était celui qu'elle réservait au moment où elle pensait que personne ne la regardait. D'où d'une manière que son visage public n'était jamais. « Cole n'est pas sorti seul depuis novembre, » dit Ruth. « Le savais-tu? » « Non. Après la mort de sa mère, il a cessé de s'éloigner de la maison. Eli ne le pousse pas. »« Je ne le pousse pas. » Ruth reprit son café. « Hier matin, il est sorti dans la cour avec toi sans qu'on le lui demande. » Clara continua de façonner le pain et ne répondit pas, car elle comprenait que Ruth ne cherchait pas de réponse. Elle disait quelque chose à Clara et lui faisait confiance pour le recevoir correctement. « Je ne dis pas ce que ça signifie, » dit Ruth, les mêmes mots qu'elle avait utilisés pour le couteau. « Je dis juste ce qui s'est passé. »« Je comprends, » dit Clara. Ruth retourna à sa chaise. Clara mit le pain au four. Dehors, le vent était plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours. Toujours froid, toujours présent, mais la qualité frénétique du blizzard s'était adoucie en quelque chose de plus proche de l'hiver ordinaire. Et pour la première fois depuis son arrivée, le ciel avait des taches de bleu pâle visibles à travers le givre de la fenêtre de la cuisine. La tempête se calmait. Clara se tint à la fenêtre un moment, regarda ce mince ciel bleu et sentit 2 choses exactement en même temps, avec une force égale, tirant dans des directions exactement opposées. Elle ne se permit pas de rester là longtemps. La crise avec Harold Briggs revint dans l'après-midi, et cette fois, elle ne vint pas seule. Clara était dans la cour avec Jesse. Cole était toujours à l'intérieur, se reposant sur ordre de sa grand-mère, quand le chariot arriva sur la route. 2 hommes cette fois. Briggs et, Clara le reconnut après un moment, Thomas Harding lui-même. Elle se tint dans la cour et les regarda passer la barrière. Elle ne bougea ni vers eux, ni loin d'eux. Jesse s'arrêta à côté d'elle. Elle posa brièvement sa main sur son épaule. « Rentre à l'intérieur, dit-elle. Trouve ta grand-mère. » Jesse regarda le chariot, puis elle. Il rentra. Briggs descendit. Harding descendit. Harding ressemblait exactement à un homme à qui on a dit qu'il devait faire quelque chose et qui s'est habillé avec soin pour l'occasion. Bon manteau, bottes propres, son chapeau à la main avant même d'avoir fait 10 pieds. « Mademoiselle Whitfield, dit-il, je vous dois des excuses. » En effet, acquiesça Clara. Il cligna légèrement des yeux. Il s'attendait à autre chose de sa part. Elle pouvait voir qu'il s'attendait probablement soit à de la colère, soit à de la grâce, et ne savait pas comment réagir à un simple accord. « J'ai mal géré la situation, dit-il. J'aurais dû écrire plus tôt. J'aurais dû être plus prudent. »« Vous auriez dû, dit-elle, mais vous ne l'avez pas fait, et nous en sommes là. » Elle garda une voix égale.
Les excuses sont-elles le but de cette visite, Monsieur Harding? Ou y a-t-il autre chose? Harding jeta un coup d'œil à Briggs. Briggs s'avança légèrement, avec l'air d'un homme qui attendait son signal. Il y a une certaine inquiétude en ville, mademoiselle Whitfield, à propos de l'arrangement ici. Je ne veux pas être indélicat. Alors ne le soyez pas, dit Clara. Briggs s'arrêta. J'ai déjà eu cette conversation avec vous, dit Clara. Ma réponse n'a pas changé. Madame Ruth Calloway est dans cette maison. 2 enfants sont dans cette maison. Les employés de M. Calloway sont visibles dans la cour tous les jours. Il ne se passe rien ici qui nécessite la gestion de la ville. Elle regarda Harding directement. Si votre conscience vous tourmente à propos de la situation qui m'a obligé à avoir besoin de cet arrangement, c'est entre vous et votre conscience. Ça ne m'intéresse pas de vous faire sentir mieux à ce sujet. Les oreilles de Harding devinrent rouges. Mais, mademoiselle, je n'ai pas fini, dit-elle, et quelque chose dans sa voix le fit taire. Vous m'avez fait venir du Missouri sur une promesse écrite. Vous avez fait cette promesse de bonne foi, puis vous l'avez rompue sans préavis adéquat, et m'avez laissé en plan dans la pire tempête que ce territoire ait connue en une décennie. J'ai géré cette situation moi-même. J'ai trouvé du travail et un abri par mes propres moyens, et j'ai l'intention d'honorer cet arrangement jusqu'à ce que la diligence reparte. Elle fit une pause. Alors, oui, Monsieur Harding, j'accepte vos excuses, et j'aimerais que vous quittiez tous les deux la propriété de mon employeur maintenant. Le silence dura environ 4 secondes. Briggs ouvrit la bouche. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant la referma. Eli sortit sur le porche. Il était clairement à l'intérieur depuis assez longtemps pour avoir entendu la majeure partie de ce qui venait de se passer. Son manteau était enlevé, et son expression avait la qualité d'un homme qui avait écouté et avait décidé d'attendre pour voir s'il était nécessaire. Il regarda Harding. Il regarda Briggs. Il regarda Clara. « Tout va bien? » dit-il. « Monsieur Harding et Monsieur Briggs s'en allaient, justement, » dit Clara. Eli descendit lentement les marches du porche et se tint à côté de Clara. Pas devant elle, pas entre elle et les 2 hommes à côté d'elle. La distinction n'était pas mince. Harding regarda Eli. Ce qu'il lisait sur le visage d'Eli le fit remettre son chapeau. « Nous allons partir, dit-il. Eli sans rancune, j'espère. » « Je n'ai pas de sentiment à propos de cette situation particulière, Tom, dit Eli. Mademoiselle Whitfield s'en est occupée. Harding hocha la tête sèchement. Briggs n'avait plus rien à dire. Ils remontèrent dans le chariot. Clara et Eli le regardèrent s'éloigner sur la route et passer la barrière sans qu'aucun des deux ne parle. Quand le chariot fut hors de vue, Eli dit « Tu n'avais pas besoin de moi. »« Non, dit-elle, mais j'étais contente que tu sois là. » Il la regarda. Elle regarda la route. Au bout d'un moment, ils rentrèrent. Ruth se tenait sur le seuil de la cuisine. Jessie était derrière elle. Et derrière Jessie se trouvait Cole, qui s'était levé de son repos et observait avec des yeux vifs et évaluateurs. « Eh bien, dit Ruth. « C'est réglé, dit Clara. J'ai entendu. » Ruth retourna dans la cuisine. « Asseyez-vous tous les deux. Je vais faire du café. » C'était la première fois que Ruth faisait du café pour Clara, et Clara comprit ce que cela signifiait. Pas un grand geste, juste un petit geste domestique. Le genre qui marquait le passage d'un arrangement à un autre. Elle s'assit à la table de la cuisine. Jessie s'assit immédiatement à côté d'elle. Cole s'assit en face, sa couverture de convalescent toujours sur les épaules, et dit « Vous les avez faites partir? »« Nous les avons faites partir, » dit Clara. Cole regarda son père. « Tous les deux. »« Mademoiselle Whitfield principalement, » dit Eli. L'expression de Cole était la chose la plus proche de la satisfaction qu'elle ait vue sur son visage. Il resserra sa couverture et ne dit rien de plus, ce qui, de la part de Cole, était essentiellement une ovation debout. L'après-midi se déroula tranquillement après cela. Le genre de calme qui s'installe dans une maison après une tempête. Pas seulement la météo, mais le genre humain. La tension qui s'était accumulée depuis la première visite de Briggs s'était finalement déchargée et avait disparu. Eli travaillait sur les comptes du ranch à la table de la cuisine. Ruth cousait. Les garçons jouaient à un jeu de cartes lent et peu énergique près du poêle. Clara s'occupait des tâches ménagères qui s'étaient accumulées et se surprit à se déplacer dans la maison avec l'aisance de quelqu'un qui savait où tout se trouvait. Elle se surprit à le faire, se déplaçant dans la maison de quelqu'un d'autre avec une confiance d'appartenance. Elle s'arrêta au milieu du couloir avec un panier de linge plié et se força à être honnête. Ce n'était pas sa maison.
La diligence arrivait dans 2 jours, peut-être un si le ciel continuait de s'éclaircir. Elle avait pris un arrangement, elle l'honorerait et elle partirait. C'était l'accord depuis la première nuit. Juste jusqu'à ce que la diligence reparte. Elle avait appris à ne pas construire sur un terrain emprunté. Elle rangea le linge et retourna à la cuisine. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la conversation avec Eli qui eut lieu après le souper. Les garçons étaient au lit et Ruth était partie tôt dans sa chambre. Ses mains étaient pires à cause du froid malgré le meilleur temps. La maison était silencieuse de la manière particulière qu'elle devenait après 9 heures. Eli était toujours à table avec les livres de compte. Clara lavait les dernières assiettes du souper. Elle pensait qu'il pourrait aller se coucher sans rien dire, ce qui aurait été bien. Elle était habituée au silence. Au lieu de cela, il dit « Où comptais-tu aller ?» Elle continua de laver. « Au sud, quelque part de plus chaud. J'avais envoyé quelques lettres de demande à des familles au Colorado et au Nouveau-Mexique, principalement pour l'entretien ménager. » Avant de répondre à l'annonce de Harding, « Oui. Donc, tu avais des options, dit-elle. Pas un défi, juste pour comprendre la séquence. Je pensais que l'offre de Harding était meilleure, dit-elle. Une situation plus stable. Elle posa un bol sur l'égouttoir. Je me suis trompé là-dessus. Tu ne t'es pas trompé sur ce que tu voulais, dit Eli, juste sur l'endroit précis. Clara se tourna pour le regarder. Il regardait les livres de compte, mais pas vraiment. Ses yeux étaient sur la page, mais son attention était ici dans la pièce. Elle avait remarqué qu'il faisait ça quand il pensait à quelque chose qu'il n'avait pas encore décidé comment dire. Elle attendit. « Ce ranch est en difficulté, » dit-il finalement. « Pas ruiné, même pas proche, mais les 2 derniers hivers ont été durs, et j'ai trop dépensé en main-d'œuvre parce que j'essaie de faire avec 4 hommes ce qu'une exploitation bien gérée nécessite 6. » Il tourna une page sans la lire. « Si j'avais une maison bien tenue, quelqu'un qui gère l'intérieur de cet endroit correctement, pour que ma mère ne s'épuise pas, quelqu'un de fiable avec les garçons, je pourrais mettre 2 hommes de plus sur le travail de la terre, et nous remonterions la pente d'ici le printemps. » Clara était très immobile. « Je ne dis pas ça correctement, » dit Eli. « Vous le dites assez clairement, » dit Clara. « Je vous suis. » Il la regarda maintenant. « Je ne suis pas Tom Harding. Je ne vais pas mettre une annonce dans un journal et demander à une femme de traverser le pays sur une promesse que je ne peux pas tenir. » Il fit une pause. « Mais tu es déjà là, et nous savons déjà. » Il s'arrêta et recommença. « Les garçons te font déjà confiance. Ma mère te fait confiance, et elle ne fait pas confiance aux gens rapidement. Et toi, » une autre pause. « Tu t'es comporté aujourd'hui d'une manière qui m'a fait penser que tu pourrais gérer tout ce que cet endroit te présenterait. » « Ellie, » dit Clara prudemment. « Je ne te demande pas de m'épouser, » dit-il rapidement. « Non, ce n'est pas ça. Je te demande si tu envisagerais de rester comme gouvernante à part entière, payée avec un véritable accord écrit, comme les choses devraient être faites. Ta propre chambre, un salaire équitable, et aucune obligation au-delà de ce que le travail exige. » Clara se retourna vers l'évier. Elle se tenait là, les mains dans l'eau refroidie, et regardait le givre sur la fenêtre, qui était plus mince ce soir, la chaleur gagnant enfin du terrain. « Tu pourrais toujours partir si ça ne va pas, » dit-il. « Je ne te tiendrai jamais à quelque chose qui ne fonctionnerait pas pour toi. Mais j'aimerais que tu y réfléchisses avant de monter dans cette diligence. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se tint à l'évier et pensa au linge qu'elle avait rangé cet après-midi, à la facilité avec laquelle elle s'était déplacée dans la maison, sachant où tout se trouvait. Elle pensa à Cole dans le fauteuil et à ce qu'il avait dit de sa mère. Elle pensa au signe de tête sérieux de Jessie ce matin et à Ruth faisant du café. Elle pensa au fait qu'elle avait cessé de rêver de la porte de Thomas Harding se fermant. « Que veux-tu, Clara ?» se demanda-t-elle dans le silence de son esprit. « Pas ce qui est sûr, pas ce qui a du sens. Que veux-tu vraiment ?» Elle sortit ses mains de l'eau, les sécha sur le torchon et se retourna. « J'ai 3 conditions, dit-elle. Eli la regarda. Premièrement, l'arrangement est écrit formellement comme tu l'as dit, pas juste un accord de gentleman. Un papier signé avec des termes qui nous protègent tous les deux. D'accord, dit-il. Deuxièmement, si ça ne fonctionne pas, l'un ou l'autre peut te le dire, et je partirai dans la semaine avec un salaire équitable pour le temps déjà travaillé, sans dispute, sans rancune. D'accord? Elle le regarda fixement. Troisièmement, ce n'est pas un arrangement détourné.
Si je travaille dans cette maison, c'est une situation respectable. Et si quelqu'un de la ville a quelque chose à dire à ce sujet, nous l'aborderons directement et ouvertement. Pas de cachette, pas d'excuse pour le fait que je sois ici. Eli la regarda un long moment. Quelque chose sur son visage passa de prudent à résolu. Le regard d'un homme qui avait posé une question et obtenu une réponse meilleure que ce à quoi il s'attendait et qui s'ajustait tranquillement à ce fait. D'accord, dit-il. Clara hocha la tête une fois. Alors j'y réfléchirai cette nuit et je te donnerai ma réponse demain matin. Eli dit, c'est juste. Elle alla se coucher. Elle s'assit sur le bord du matelas dans la petite chambre au bout du couloir et mit son visage dans ses mains une minute. Elle ne pleurait pas. Elle se permettait juste de sentir tout le poids de ce qui venait d'être offert et de ce que cela signifierait de l'accepter. Elle pensa à la maison de sa mère dans le Missouri, à l'odeur particulière de l'atelier de son mari, à l'annonce pliée qu'elle avait brûlée dans le poêle sa première nuit ici, et à ce qu'elle avait essayé de brûler avec. Elle pensa à ce qu'il en coûtait de vouloir à nouveau quelque chose après s'être interdit de le faire. Au bout du couloir, elle pouvait entendre les bruits de la maison. Le poêle qui se tassait, le vent qui bougeait. Quelque part, le faible bruit de la respiration profonde d'un enfant. Jesse ou Cole, tous deux dormant en sécurité dans la maison que leur père avait construite et essayait de maintenir. Elle s'allongea. Elle fixa le plafond. Elle connaissait déjà sa réponse. Elle l'avait connue, réalisa-t-elle, depuis le moment où elle avait dit « Ce n'est pas sa maison dans le couloir cet après-midi » et avait senti la fausseté de cette phrase dans sa poitrine avant même d'avoir fini de la penser. Mais elle se força à attendre le matin quand même, car elle s'était promis il y a longtemps qu'elle ne prendrait jamais les décisions les plus importantes de sa vie dans le noir. Certaines choses méritent la lumière du jour. Elle était levée avant le soleil à nouveau, pas parce qu'elle ne pouvait pas dormir cette fois. Elle avait dormi profondément et sans rêver. Le genre de sommeil qui vient quand le corps croit enfin qu'il est quelque part en sécurité. Elle était levée parce que la réponse était déjà dans sa poitrine. Quand elle ouvrit les yeux, clairs et stables, elle ne voulait pas passer une heure de plus au lit à faire semblant de décider encore. Elle s'habilla dans le noir. Elle alla à la cuisine. Elle raviva le feu des braises de la nuit, mit le café en route et se tint à la fenêtre pendant que le ciel dehors passait du noir au bleu profond qui précède l'aube. Le givre sur la vitre était de nouveau plus mince. La tempête s'était calmée dans la nuit et le monde extérieur était immobile, blanc et très, très silencieux. Elle entendit Eli avant de le voir. La porte arrière, le bruit de ses bottes, le rythme particulier d'un homme qui était déjà debout depuis un moment. Il entra dans la cuisine, encore froide de l'extérieur, s'arrêta en la voyant et regarda le café. « Tu es levé tôt, dit-il. Toi aussi. » La grange avait besoin d'être vérifiée. Il accrocha son manteau. La tempête s'est complètement calmée cette nuit. La route devrait être praticable d'ici l'après-midi. Je sais, dit Clara. Il se versa une tasse de café et se tint à l'autre bout du comptoir. Il ne posa pas encore la question. Il lui laissait l'espace de le dire à son propre rythme, ce qui, commençait-elle à comprendre, était simplement sa façon de fonctionner. Il demandait une chose une fois, puis il attendait, car il croyait que les gens méritaient l'espace de répondre sans être poussés. Elle se détourna de la fenêtre et le regarda directement. « Oui, dit-elle. » Il la regarda par-dessus sa tasse de café. « Tes 3 conditions, dit-elle. Je veux en ajouter une 4e. » Il attendit. « Je veux être présentée à la ville correctement, dit-elle. Pas comme la femme de l'annonce de Tom Harding qui a fini au ranch Calloway par accident, mais comme Clara Whitfield, gouvernante de la famille Calloway, engagée formellement de travaillant sous un accord écrit. Elle fit une pause. « Je ne me cacherai pas et je ne serai pas justifié. Si je dois être ici, je suis ici. » Eli posa sa tasse. « Je peux faire ça. Harold Briggs aura quelque chose à dire. » « Harold Briggs a quelque chose à dire sur tout, » dit Eli. « Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit vaut la peine d'être écouté. » « C'est important pour la façon dont les gens me traitent dans cette ville, » dit Clara. « Je ne te demande pas de mener mes batailles. Je te demande de te tenir à mes côtés publiquement pour que la ville comprenne que c'est un arrangement légitime, avec la pleine connaissance et l'approbation de ta famille. »« Tu as déjà l'approbation de ma mère, dit-il, ce qui est considérablement plus difficile à obtenir que la mienne. »« Je le sais, dit Clara.
Mais la ville ne le sait pas encore. Eli resta silencieux un moment. Puis il dit, « Samedi, c'est le jour du marché. J'emmène les garçons en ville toutes les 2 semaines pour les provisions. » Et Ruth vient quand ses mains le lui permettent. Il la regarda fixement. « Viens avec nous samedi, tous ensemble. Quiconque a une question pourra me la poser en face. » Clara soutint son regard. « D'accord, dit-elle. Samedi. » Ils se serrèrent la main à travers le comptoir de la cuisine. Pas un geste romantique, pas un geste dramatique. Juste deux adultes concluant un accord au petit matin sur un comptoir de cuisine, avec le café qui coule, le feu qui prend et le reste de la maison encore endormi. C'était pratique et honnête, et cela signifiait exactement ce que cela semblait signifier. Ce que Clara trouva plus rassurant que n'importe quelle cérémonie aurait pu l'être. Ruth descendit 20 minutes plus tard et les trouva tous les deux à table. Le café était déjà fait et une assiette de biscuits était couverte d'un tissu au centre de la table. Elle regarda Clara. Elle regarda Eli. Elle s'assit, se versa du café et dit sans regarder ni l'un ni l'autre. « Eh bien, c'est bien, c'était tout. » Clara apprenait que c'était amplement suffisant. Les garçons descendirent en ensemble et Jesse sut immédiatement que quelque chose avait changé. Il avait l'instinct de son père pour la température émotionnelle d'une pièce, mais sans la capacité de son père à la contenir. Il regarda de Clara à Eli, puis à sa grand-mère, et dit, « Il s'est passé quelque chose? » « Mademoiselle Whitfield reste, dit Eli. Elle va aider avec la maison et avec vous deux, dans le cadre d'un arrangement en bonne et due forme. » Le visage de Jesse passa par environ 6 émotions en 4 secondes, pour finir sur quelque chose qui ressemblait à de la justification. « Je le savais, dit-il. »« Tu ne savais rien, » dit Cole en s'installant prudemment sur sa chaise. Il bougeait encore lentement à cause de la maladie, mais il avait bonne mine et ses yeux étaient vifs. Il regarda Clara. « Vous restez vraiment? »« Oui, dit Clara. » Clara. Cole hocha la tête une fois, avec la gravité d'une personne dont l'approbation avait été durement gagnée et qui l'étendait maintenant formellement. « Bien, dit-il. » C'était le même mot que Ruth avait utilisé et sur le même ton. Clara comprit que Cole en avait hérité honnêtement. Jesse attrapa 2 biscuits à 2 mains et dit, la bouche déjà pleine, « On peut avoir un chien? » « Ça n'a rien à voir avec cette conversation, dit Eli. « Je demande juste pendant que tout le monde est de bonne humeur, dit Jesse. » Ruth mit la main sur sa bouche. Clara regarda très attentivement son biscuit. Eli regarda le plafond avec l'expression d'un homme qui avait accepté que c'était sa vie et qui avait fait une certaine paix avec cela. La matinée avança avec une légèreté que Clara n'avait pas ressentie dans la maison auparavant. Non pas qu'elle ait été lourde, exactement, mais il y avait eu une qualité provisoire à tout. Le sentiment d'une maisonnée qui retenait son souffle. Maintenant, quelque chose avait expiré. Les garçons étaient plus bruyants. Ruth se déplaçait dans la cuisine avec moins de tension dans les épaules. Même les bruits du ranch à l'extérieur semblaient différents. Tom Greer sifflait quelque part près de la grange, ce que Clara ne l'avait jamais entendu faire. Elle passa la matinée à examiner les comptes de la maison avec Ruth, parce que Ruth le lui avait demandé et parce que comprendre la véritable situation financière de la maison faisait partie du travail. Ruth la guida avec la franchise d'une femme qui avait tenu ses comptes pendant des années et était sincèrement soulagée de partager le fardeau. C'est pendant qu'elles étaient à table, le grand livre de comptes entre elles, que Ruth dit sans lever les yeux de la page, elle s'appelait Margaret. Clara s'immobilisa. La femme d'Ellie, dit Ruth, Margaret Grace Calloway, née Margaret Sutton. Elle venait d'une famille de fermiers près de Laramie. Femme pratique, vive, elle aimait ses garçons avant même qu'ils ne soient nés. Ruth tourna une page. Elle est morte le 2 janvier 1882. Cole est né sans problème. Elle est partie en moins d'1 heure. Clara ne dit rien. Eli s'est blâmé pendant 2 ans, dit Ruth. Il le fait encore certains jours. Il pense que s'il avait fait venir le médecin plus tôt, ou pris des décisions différentes, ou... Elle s'arrêta. Les hommes font ça. Ils essaient de transformer une tragédie en quelque chose qu'ils auraient pu empêcher, parce que ça semble mieux que d'accepter que certaines choses arrivent, tout simplement. Elle regarda Clara. « Maintenant, je te dis ça parce que tu dois le savoir, pas parce que je veux que tu le répares. Une femme ne peut pas réparer le chagrin d'un homme.
Elle peut seulement être présente pendant qu'il le traverse lui-même. Je le sais, dit Clara doucement. Je pensais bien. Ruth regarda de nouveau le grand livre. Elle t'aurait aimé, Margaret. Elle n'avait aucune patience pour les femmes qui jouaient une faiblesse qu'elle ne ressentait pas. Et elle aurait dit la même chose en face à Harding, sans sourciller. Clara sentit quelque chose lui piquer les yeux et le repoussa fermement. Merci, dit-elle, de me l'avoir dit. Ruth dit, ne rende pas ça sentimental. Je te donne juste des informations pertinentes pour la maison. Bien sûr, dit Clara. Ruth faillit sourire. Passe à avril. Les coûts de l'alimentation sont là où nous perdons de l'argent. Elles travaillèrent sur les comptes pendant une autre heure. À la fin, Clara avait 3 pages de notes et une image claire des problèmes du ranch et de ce qui pouvait être fait du côté de la maison. Et Ruth avait la satisfaction particulière d'une femme qui avait confié une lourde charge à quelqu'un d'assez fort pour la porter. Samedi arriva, froid et lumineux. Le ciel était d'un bleu dur du Wyoming, sans nuages. Les routes étaient impraticables depuis mercredi, et le samedi, elles étaient bien fréquentées et dégagées. Eli amena le chariot et Ruth monta avec les garçons. Puis il vint sur le porche où Clara mettait son manteau et lui offrit sa main pour monter. Elle la prit et monta sans en faire cas, car c'était simplement une courtoisie pratique sur une marche glacée, et ils étaient tous deux des gens pratiques. Mais elle remarqua qu'il ne relâcha pas sa main immédiatement, et elle remarqua qu'elle ne s'écarta pas immédiatement, et ils furent tous deux conscients de cette seconde supplémentaire avant de passer à autre chose sans le commenter. Jessie, qui remarquait tout, ne dit absolument rien, ce qui était si inhabituel que Cole le regarda pour vérifier s'il était malade. Coldwater Creek, un samedi matin, était animé de la manière comprimée et spécifique des petites villes de l'Ouest en hiver. Tous ceux qui devaient être là étaient là, faisant ce qu'ils avaient à faire. Et tout le monde observait tout le reste en faisant semblant de ne pas le faire. Clara sentit l'attention dès qu'Eli conduisit le chariot sur la route principale. Elle la sentit s'embroncher, ce qui était la seule réponse qui pouvait la servir. Eli se gara près du magasin général, aida Ruth à descendre, puis les garçons. Puis il offrit de nouveau sa main à Clara. Elle descendit et ils entrèrent ensemble dans le magasin d'Harold Briggs, tous les 5, de la manière banale d'une famille faisant ses courses du samedi. Briggs était derrière le comptoir. 2 autres femmes étaient au rayon des produits secs. Un homme que Clara ne connaissait pas lisait des avis près de la porte. Tous les 4 levèrent les yeux quand la famille Calloway entra. « Harold, dit Eli agréablement. « Bonjour, Briggs hocha la tête. Ses yeux se posèrent sur Clara. Eli dit sans insistance particulière. « Tu connais Mademoiselle Clara Whitfield. Elle a été engagée comme gouvernante pour la maison. Les mains de Ruth lui posent un problème et nous avions besoin d'aide. » Il le dit comme on dit une chose vraie qui ne nécessite aucune défense. Simplement, puis il passa à autre chose. « Nous aurons besoin de 50 livres de farine aujourd'hui, du lard salé si tu en as, et Ruth a une liste. » Briggs regarda Clara un moment, et Clara le regarda en retour avec la même expression neutre qu'elle avait utilisée dans la cour la semaine précédente. Elle ne s'excusait pas, et elle ne jouait pas la confiance. Elle était simplement là, debout dans le magasin, présente à la manière de quelqu'un qui avait autant le droit d'être là que n'importe qui d'autre. L'une des femmes au rayon des produits secs, une femme au visage rond dans un manteau vert que Clara ne connaissait pas, dit « C'est vous qui avez gardé les garçons Calloway pendant la tempête? »« J'ai aidé où je pouvais, » dit Clara. « Ma fille est la voisine de la veuve Pearson, » dit la femme. « Elle m'a parlé de votre situation à votre arrivée, l'affaire avec Tom Harding. » Elle fit une pause et regarda Clara directement. « Je veux dire que c'était une triste affaire et que tout le monde dans cette ville ne pense pas comme Harold à ce sujet. » Briggs émit un son. « J'apprécie cela, » dit Clara sincèrement. La femme tendit la main. « Eleanor Marsh, mon mari est le médecin. » Clara la serra. « Le docteur Marsh a soigné Cole pendant la fièvre. Je suis reconnaissante de ses conseils. » Eleanor Marsh hocha la tête avec la satisfaction de quelqu'un qui était arrivé à une opinion juste et l'avait trouvée confirmée. « Venez me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Une femme nouvelle en ville a besoin d'au moins une personne qui lui dira la vérité. » « Je m'en souviendrai, » dit Clara. Elle pouvait sentir Ellie à côté d'elle. Il ne planait pas, n'intervenait pas, il était juste présent.
et elle comprit que c'était ce qu'elle avait demandé le matin où elle avait donné sa réponse. Pas quelqu'un pour mener ses batailles, mais quelqu'un pour se tenir à ses côtés afin que la ville comprenne que le terrain sur lequel elle se tenait était solide. Briggs traita la commande en quasi-silence. L'homme près de la porte avait trouvé quelque chose de très intéressant dans les avis. L'autre femme au rayon des produits secs, qui ne s'était pas présentée et avait observé tout l'échange avec l'expression particulière de quelqu'un qui stocke des informations pour plus tard, retourna finalement à ses achats. Jessie trouva un bocal de bonbons durs et l'apporta à Ellie avec l'expression exercée d'un enfant qui comprenait que le samedi, la réponse était plus susceptible d'être oui. Ellie acheta les bonbons, donna 2 morceaux à chaque garçon et donna le bocal à Clara pour le mettre dans le panier. Jessie observa cela avec la satisfaction tranquille d'une opération réussie. Cole marcha à côté de Clara sur le chemin du retour au chariot. Il ne lui tint pas la main cette fois. Il avait 6 ans, il était en public et il avait sa dignité. Mais il marcha assez près pour que leurs bras se touchent presque, ce qui, de la part de Cole, revenait au même. Le trajet de retour fut différent de tous les autres trajets que Clara avait faits dans sa vie, d'une manière qu'elle trouvait difficile à nommer. Elle était assise sur le banc du chariot, le soleil d'hiver sur son visage. Les garçons parlaient à l'arrière, et Ruth faisait des remarques sèches occasionnelles sur le goût d'Eleanor Marsh en matière de chapeau. Eli conduisait avec la compétence facile d'un homme sur une route qu'il avait parcourue 10 000 fois. Et la terre autour d'eux était vaste, blanche, silencieuse et énorme. Elle n'était pas en sécurité de la manière dont elle avait passé 3 ans à construire la sécurité. La sécurité prudente et solitaire d'une femme qui ne faisait confiance à personne assez pour être blessée par eux. Elle était autre chose. Elle était plantée. Elle était dans une terre qui l'avait acceptée. Elle ne regarda pas Eli. Elle regarda la route devant eux, les collines avec leurs sommets de neige, le ciel pâle. Il dit doucement, pour que les garçons n'entendent pas, « Tu t'en es bien sorti là-bas. »« Nous nous en sommes bien sortis, dit-elle. Il accepta la correction sans commentaire. Ils roulèrent. Le ranch apparut alors que la lumière devenait dorée en milieu d'après-midi. Sa forme familière. La grange, le dortoir, la longue maison en bois avec la fumée de la cheminée montant droit dans l'air calme. Clara la regarda et sentit la chose qu'elle s'était refusée à ressentir pendant des jours. La chose qu'elle avait gérée, contenue. Big Han a géré contenu et gardé à une distance prudente. Elle se sentit chez elle, pas la maison qu'elle avait eue avant, pas la maison de Kansas City qui avait été la sienne, puis celle de son mari, puis celle du deuil, pas l'hiver du Missouri avec ses chambres empruntées et ses lessives pour les autres. Quelque chose tourné vers l'avenir. Quelque chose où elle n'était pas entrée par accident, mais qu'elle avait choisi, condition par condition, les yeux ouverts. Eli aida Ruth à descendre du chariot et elle entra avec les garçons. Il revint là où Clara déchargeait le panier de provisions et prit le côté lourd sans qu'on le lui demande. Ils le portèrent à l'intérieur ensemble. Ruth mettait déjà la bouilloire en marche. Jessie racontait à Cole une histoire sur quelque chose qu'il avait vu par la fenêtre de Briggs, impliquant un chat et une meule de fromage, et qui devenait de plus en plus élaboré à chaque phrase. Cole écoutait avec l'attention contenue, qui signifiait qu'il se souviendrait de cette histoire mot pour mot et la répéterait à Jessie au pire moment possible. Clara posa le panier sur le comptoir et regarda la cuisine. Le feu, la table usée, le panier de couture près de la chaise de Ruth, les bottes boueuses des garçons près de la porte arrière, le son d'une maisonnée en activité à la fin d'une bonne journée. Et elle resta très immobile un instant. Eli entra derrière elle et accrocha son manteau et son chapeau. Il la regarda, debout là. « Ça va ?» dit-il. Elle se retourna. Sa voix était stable et ses yeux étaient clairs, et elle pensait ce qu'elle disait de tout son être. « Oui, dit-elle, je vais bien. » Et les mots s'installèrent dans la cuisine comme la chaleur du poêle. Pas dramatique, pas soudain, mais réel. Le genre de chaleur qui atteint tous les endroits froids et y reste. Les garçons riaient à propos du chat et du fromage. Ruth versait du thé. Dehors, Tom Greer fermait la grange pour la nuit. Le ciel à travers la fenêtre devenait rose et orange au bord des collines. Le genre de coucher de soleil de l'ouest qui donnait l'impression que la terre elle-même prenait feu de l'intérieur. Et Clara Whitfield, qui avait été chassée d'une vie avec rien d'autre qu'une valise, 3 $ et la fin d'une promesse rompue, se tenait dans la cuisine de Ranch Calloway.
Et elle comprit, sans avoir besoin de le dire à voix haute, qu'elle n'était pas arrivée ici par accident. Elle était arrivée ici par chaque choix difficile qu'elle avait jamais fait, chaque porte dont elle s'était éloignée la tête haute, chaque matin où elle s'était levée et avait fait le nécessaire, quand le plus facile était de cesser d'essayer. La route du Missouri ne l'avait pas menée là où elle s'attendait. Elle l'avait menée quelque part de mieux. Elle l'avait menée quelque part de vrai. Et Clara May Whitfield, qui avait appris à la dure que l'appartenance n'est pas donnée, et moi je suis sûr, pas ni même, il est tellement pas de donnée, mais construite. Construite à partir de biscuits et de panières de couture, de cataplasmes à la moutarde et de couteaux au goupil et desserrés, et d'enfants qui vous observent depuis les portes jusqu'à ce qu'ils décident que vous valez la peine d'être connus. Elle posa ses mains sur le comptoir de la cuisine et se mit au travail.